Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité. Les opposants sénégalais Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye sont libres. Leur libération ce 14 mars survient à 10 jours de l'élection présidentielle du 24 mars. Résultat de la mise en œuvre du projet de loi d'amnistie voulu par le président Macky Sall. Les pays membres de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, ont planché sur la couverture universelle en électricité à l'horizon 2033. C'était du 11 au 14 mars à Lomé, au Togo. Actuellement, le taux d'électrification de la zone se situe à moins de 50%. Et le Dynamo Basketball Club est disqualifié de la Basketball Africa League 2024. Les 2 forfaits consécutifs du club ont provoqué sa sortie. Il s'agirait d'une disqualification sur fond de tensions politiques avec le Rwanda, selon certaines sources. C'est la concrétisation du projet de loi d'amnistie promulgué au Sénégal. Les opposants Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, candidats à la présidentielle du 24 mars prochain, ont été libérés de prison ce jeudi 14 mars. Les 2 opposants étaient en détention respectivement depuis juillet et avril 2023. Des centaines de Sénégalais sont descendus spontanément dans les rues de Dakar pour célébrer ces libérations à 10 jours de la présidentielle. Rappelons que leur libération était attendue suite au projet de loi d'amnistie voulu par le président Macky Sall dans le cadre de la réconciliation nationale après des tensions politiques nées du report de la présidentielle. Ce projet de loi avait été voté par le Parlement le 6 mars. Plus de détails sur cette situation avec notre correspondante à Dakar, Fatma Niang. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko et son bras droit Bassirou Diomaye Faye, candidat à la présidentielle de 2024, sont sortis de prison à 10 jours du scrutin. Après plusieurs mois de détention dans la prison de Cap-Manuel, dans la capitale sénégalaise, les 2 leaders de l'ex-parti PASTEF ont été libérés dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 mars 2024. Une nouvelle qui a drainé une foule immense, particulièrement dans les rues de la capitale Dakar et un peu partout au Sénégal. En effet, les cris de joie, les klaxons et les chansons pleines d'émotions des militants et sympathisants de tout âge ont résonné jusque tard dans la nuit. Cette libération était tant attendue par leurs partisans à la suite de l'adoption du projet de loi d'amnistie générale sur les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre mars 2021 et février 2024. Une loi initiée par le président de la République Macky Sall dans l'optique de pacifier l'espace politique qui est adoptée le 6 mars par l'Assemblée nationale. Le maire de Ziguinchor avait été inculpé pour les chefs d'accusation d'appel à l'insurrection et complot contre l'État, entre autres, au moment où Bassirou Diomaye Faye avait été inculpé pour diffamation et outrage à magistrat. La capitale malienne Bamako accueille jusqu'à ce vendredi 15 mars la conférence régionale de l'Afrique de l'Ouest sous le thème Diaspora, afrodescendants et développement. Il s'agit d'une rencontre axée autour des perspectives d'investissement productif des diasporas africaines en vue de préparer le 9e congrès panafricain prévu en octobre prochain au Togo. Le point avec notre envoyé spécial à Bamako, Lefti Ounou. Force dynamique pour le continent africain, les diasporas africaines et les communautés afrodescendantes œuvrent pour le développement économique, social et culturel de leur pays d'origine. Attachés à leurs racines, les diasporas africaines demeurent le plus grand investisseur économique de l'Afrique. Selon les données de la Banque africaine de développement, les transferts de fonds de la diaspora africaine ont augmenté, passant de 37 milliards de dollars US en 2010 à 87 milliards de dollars en 2019 pour atteindre 85,6 milliards de dollars US en 2021. En comparaison, l'aide publique au développement en 2021 s'est élevée à 35 milliards de dollars, soit 36% des montants de transfert de fonds de la diaspora. Les ressources de la diaspora est endogène. Ce sont des ressources, le capital humain et les ressources financières et économiques. C'est important de mobiliser toutes ces ressources-là qui dépassent l'aide au développement et tout l'investissement étranger ici dans notre continent.
Réunis à Bamako, au Mali, dans le cadre du pré-congrès de la Conférence de l'Afrique de l'Ouest, d'éminents experts venus de divers horizons ont enrichi le débat sur les voies et moyens de fédérer les diasporas africaines et les afrodescendants pour relever le défi de la renaissance africaine, promouvoir le panafricanisme et investir davantage dans les secteurs prioritaires pour l'essor du continent africain. Le Mali est aujourd'hui un champion dans le panafricanisme et nous voulons partager nos expériences et acquérir aussi les expériences des autres pays à travers aussi bien cette conférence que le prochain congrès qui sera vraiment la finalité de ces travaux qui ont commencé aujourd'hui. La diaspora en tant que richesse peut aussi contribuer au développement du continent. Et nous espérons que les uns et les autres pourront amener des idées, des propositions fortes qui permettent d'aller dans cette direction. Et nous avons souhaité que les diasporas, les afro-descendants, qu'on ait confiance en nous-mêmes et que nous avons la capacité, nous, de contribuer au développement de nos pays. L'un des exemples de pays africains dont la diaspora contribue en bonne partie au développement est le Mali, avec une communauté estimée à près de 6 millions de personnes. Selon les études de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, les transferts de fonds de la diaspora malienne ont été chiffrés à 793 milliards de francs CFA en 2022. Un apport nettement supérieur à l'aide au développement. L'une des clés de succès du pays pour accroître la participation de sa diaspora à son développement est la mise en œuvre de mesures volontaristes par les autorités maliennes. Également dans l'actualité, une partie du continent africain a été privée d'Internet ce jeudi 14 mars en cause des perturbations dues à des ruptures sur de multiples câbles sous-marins. Plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et centrale ont été touchés. Le pays le plus affecté par cette panne est la Côte d'Ivoire, mais d'autres États l'ont également ressenti comme le Libéria, le Bénin, le Ghana, le Burkina Faso ou encore le Togo, le Cameroun, le Gabon, la Namibie et l'Afrique du Sud. Aucun bilan économique de cette journée de coupure n'a été établi par les autorités, mais cette panne reste un coup dur pour les économies des pays qui l'ont subi. Atteindre un taux d'électrification de 100% d'ici 2033 contre moins de 50% actuellement, c'est l'ambitieux pari des pays de la zone UE-MOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est dans ce contexte qu'une rencontre a été organisée du 11 au 14 mars à Lomé au Togo. Le but, apporter des réponses aux enjeux économiques qui minent le développement du secteur énergétique. Les précisions de Aménège. Plusieurs experts du secteur de l'énergie des pays de l'UEMOA se sont réunis à Lomé, la capitale togolaise, entre le 11 et le 14 mars 2024 en vue de définir une stratégie commune d'atteinte de la couverture universelle en électricité dans l'espace communautaire à l'horizon 2033. Ils ont élaboré un plan d'action commun de mobilisation de ressources pour le financement des projets énergétiques. La solution, c'est d'abord les infrastructures. Il faut remettre en état les infrastructures qui sont vieillissantes et surtout investir dans de nouvelles unités de production d'électricité, mais avec une bonne politique de planification afin de pouvoir résorber très rapidement le gap énergétique. Mais aussi, il faut pouvoir trouver des solutions par rapport au combustible. Le gaz, le fuel coûte très cher. Et ça fait que l'électricité, in fine, devient très chère aussi pour les populations. De 49% actuellement, les pays membres de l'UEMOA comptent atteindre un taux d'accès à l'électricité de 100%. Les défis économiques étant entre autres caractérisés par l'insuffisance de l'offre énergétique, les États misent sur des levées de fonds au profit des projets à financer. Une démarche communautaire partagée par le gouvernement togolais qui prévoit un investissement de 57 milliards de francs CFA dans le secteur de l'énergie pour le compte de l'année 2024. Un élément qui n'est pas à négliger. Les pays africains disposent de ressources énergétiques renouvelables très importantes. Dans la zone de la CEDEAO, vous avez un potentiel hydroélectrique estimé à 23 000 MW et qui est concentré dans 5 des 15 États membres, dont seulement environ 16% de ces 23 000 MW ont été exploités. Imaginez que nous puissions investir dans la zone UEMOA avec une politique globale afin que ces 23 000 MW soient pleinement utilisés. On pourrait produire de l'électricité pour tous les pays de la zone UEMOA, une électricité qui serait renouvelable et donc pas très chère.
Parmi les initiatives de l'UEMOA, la stratégie de développement de pôles énergétiques prévoit la promotion des infrastructures pour mettre à niveau le réseau régional et favoriser l'intégration des marchés nationaux. 98 projets sont identifiés à cet effet pour un montant de plus de 7 500 milliards de francs CFA. Il sublime tout ce qu'il voit à travers son objectif. Le photographe camerounais Nicolas Eydi est l'un des rares photographes professionnels des années 1970 encore en activité. Reporter, photographe de studio et parfois administrateur, il se bat sur tous les fronts pour que son métier soit reconnu. Son portrait est à découvrir avec Narcisse Oum. Full frame. Qui prend le film 120. Du haut de ses 69 ans, Nicolas Eydi est un photographe dont l'objectif a capté bien l'événement du Cameroun depuis des décennies. Près de 53 ans qu'il exerce la photographie, une activité qui a dépassé le cap des métiers pour devenir une passion qu'il a développée tout jeune près de son oncle paternel. Depuis les années 70, j'ai commencé à faire de la photographie. Je me suis inspiré de mon oncle qui était photographe et qui faisait de la magie, comme on disait avant, quoi. Donc ça m'a plu d'être dans son laboratoire noir et blanc. Et c'est là que je me suis accroché jusqu'à aujourd'hui. L'homme acquiert de l'expérience dans les années 70 au point de devenir l'un des experts de la photographie au Cameroun. Dans les années 80, il travaille pour le groupe Procolor, l'un des géants de l'industrie de la photographie du Cameroun, avant de se mettre à son propre compte. Il installe ses quartiers à Akwa, puis au quartier d'Eido et en 2019 à Ndobong dans son village natal. Aucune image n'est indifférente à ce groupe d'auteurs qui photographie les murs, les troncs d'arbres, les animaux, les fleurs, les paysages, les roues de voiture. Bref, rien ne passe inaperçu devant sa caméra. Il filme tout ce qu'il voit en y ressortant le côté mystérieux et artistique. Les flous artistiques, j'aime bien. Ça fait fantôme, ça fait un peu déliré, quoi. Et inspiré aussi d'un photographe américain qui ne faisait que des photos floues dans les métros. Et c'est l'un des meilleurs photographes au monde, quoi. Ces photos, il les offre à voir dans le cadre d'expositions qu'il organise à travers le monde et parfois depuis son laptop posé sur sa table de bureau, juste derrière l'entrée de son salon. Le photographe compte finaliser un projet sur la formation des jeunes désœuvrés. Je vais commencer à construire un bâtiment pour ça, pour la formation des jeunes. Diminue complètement. C'est-à-dire, je vais les former en photographie, mais en m'adressant uniquement aux orphelinats et aux enfants de la rue. Je pense qu'ils ont des responsables dans tout le pays et les former gratuitement parce que j'ai aussi besoin de participer un tout petit peu au développement de la photographie. Aujourd'hui, Nico le magicien pour les intimes vit une vie tranquille auprès de sa famille en Ndobong. Sa banque d'images compte environ 100 000 photos à ce jour, réparties à une centaine de thèmes. Temps de partie pour le Dynamo Basketball Club à la conférence du Kalahari. Le club burundais est disqualifié de la saison 4 de la Basketball Africa League en cause son refus de se conformer 2 fois de suite aux règles de la FIBA concernant les maillots et les uniformes. Ces 2 forfaits entraînent donc sa disqualification sur fond de tensions politiques avec le Rwanda selon certaines sources. Le point avec Joël Ballot. Le club burundais Dynamo Basketball Club est définitivement exclu de la saison 4 de la Basketball Africa League. Cette exclusion fait suite au second forfait du club lors de la conférence Kalahari qui se joue actuellement à Pretoria, en Afrique du Sud. Selon le communiqué du président de la BAL, Amadou Galofal, en date du 12 mars, la formation burundaise avait refusé de se plier aux règles de la Ligue concernant les maillots et uniformes. Le Dynamo Basketball Club a en outre refusé de se conformer aux règles et exigences de la Basketball Africa League concernant les maillots et uniformes, perdant ainsi le match d'aujourd'hui contre Petro de Luanda et sa participation à la saison 2024 de la BAL. Selon les règles de la FIBA, 2 forfaits dans le même tournoi déclenchent le retrait automatique du club. C'est une situation très malheureuse pour les joueurs et les supporters et nous partageons
les frustrations de toutes les personnes impliquées. Selon de nombreux observateurs de la compétition, la décision prise par les dirigeants du Dynamo BBC n'est nullement sportive. Au contraire, elle répondrait aux tensions politiques entre le Burundi et le Rwanda. Aussi, les forfaits seraient un prétexte pour les autorités burundaises de demander aux joueurs du Dynamo de ne pas arborer le maillot estampillé. Visite Rwanda. La conséquence immédiate, c'est l'élimination de Dynamo après deux forfaits consécutifs. Ça fait forfait général et donc l'équipe va rentrer. Le tournoi va se terminer avec 3 équipes et puis les 2 premières équipes seront qualifiées. Maintenant, le 3e devra aller en compétition avec les autres 3e, mais sous des critères particuliers puisque ça sera avec un moins grand nombre de matchs. Même si des tensions subsistent au sein de la saison 4 de la balle, Amadou Galofal a tenu à rassurer l'opinion du fait que tous les matchs restants de la conférence Kalahari se joueront comme prévu. Pour rappel, 3 équipes restent en lice, Petro de Luanda, FUS de Rabat et Cape Town. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.